Donc voilà, on est à notre suite du programme. Alors, on accueille officiellement, du coup, Sylvain Dorschner et Laura Lehmann, qui vont venir nous parler. Donc Sylvain étant le directeur général de Grand Innov, l'agence d'innovation de la région Innov Plus. Ah oui, Grand Innov Plus, j'ai oublié le plus. J'expliquerai pourquoi. Oui, voilà, mais on y compte bien, ça faisait partie de nos questions Et d'ailleurs. ça fait partie du thème, en plus. Vous allez voir, vous allez comprendre. Et on accueille aussi Laura Lehmann, Head of Digital de Semia, mais qui a mis son plus aussi récemment avec Quest for Change et qui pourra c'est toi, Laura, dont on me parle tous les jours. C'est ça. Non, ça m'a parlé de toi hier, justement. C'est vrai. Voilà. Vous avez échangé il n'y a pas longtemps, donc. C'est vrai. Voilà. Donc, bah justement, alors qui êtes-vous, que faites-vous Toi l'honneur. Honneur aux dames. Ah oui, bah, Non, mais juste comme ça. donc Laura Lehmann, Il n'y a plus de genre maintenant. Et effectivement, chez Semia, donc dans l'incubateur alsacien de Semia, et puis chargé du pôle numérique au sein du réseau Quest for Change, qui s'est créé il y a maintenant un peu moins d'1 an et qui rassemble en fait 5 incubateurs du Grand Est qui sont à Innovact, Charleville-Mézières, Metz, Épinal et donc Strasbourg-Mulhouse. Et dans ce cadre-là, j'accompagne l'ensemble des projets numériques, quelle que soit la filière dans laquelle ils vont proposer un service ou un produit. Voilà. Et donc Grand Innov Plus, c'est l'agence régionale d'innovation et de prospection. C'est ça, le plus, c'est la prospection à l'international. Et on associe l'innovation et la prospection, puisqu'on va justement prospecter le futur pour le faire venir sur notre territoire. Et donc ça nous plaît beaucoup. Donc on marche sur 2 pieds. Tout ce qui est évidemment innovation, dont le travail en partenariat avec Semia et Quest for Change sur le coup d'après de l'incubateur vers l'accélération qui s'appelle Scalinov. Donc c'est en cela qu'on est raccord. Et puis de l'autre côté, la prospection, où on prospecte des startups industrielles notamment, on prospecte des talents, on prospecte des gigafactories qui sont l'avenir qu'on n'a pas encore sur le territoire du Grand Est. Et évidemment, on couple les visions d'avenir qu'on voit avec l'innovation, qu'on voit avec tous les projets qui arrivent, avec la prospection, parce que le foncier est rare, et il faut le réserver, je dirais, que aux projets qui ont le plus de potentiel de croissance en emploi et en valeur ajoutée, et qui nous font avoir les moteurs qui tournent à toute vitesse, au rendement tourné vers le futur, qu'on n'a pas encore aujourd'hui sur le territoire du Grand Est, et qu'en endogène, ça nous prendrait beaucoup de temps de les sortir. Donc c'est pour ça qu'on a de l'endogène avec les startups, mais pour vraiment choper le futur, il faut se bagarrer et aller chercher partout où il est. Alors comment est-ce que vous le chopez, ce futur? Comment vous les détectez, ces projets, que ce soit côté Semia ou côté Grand Innov Plus dans les hackathons, par exemple. Vas-y, à toi. Effectivement, les projets, on va les détecter par des événements comme ceux-ci, qui sont assez extraordinaires. Et puis, on va les trouver aussi en développant un réseau, des partenariats, pour pouvoir détecter et peut-être aussi faire émerger, grâce à des conseils, grâce à une présence tout simplement, ces projets d'innovation. Et pour ceux, quelle que soit en fait la filière dans laquelle ils veulent émerger, on va être présent pour pouvoir les accompagner et peut-être les orienter même en amorçage à l'idéation pour qu'ils puissent derrière constituer un projet et un projet viable sur un territoire. Pareil, les événements comme le vôtre, le hackathon, duquel on est partenaire parce qu'on y croit depuis le début, parce que vous faites un travail formidable et parce que nos équipes aussi apprennent avec les porteurs de projets et j'espère donnent aussi de ce qu'ils savent. Ça nous va bien comme façon de prospecter. À l'international, on a plein de méthodes pour le faire, mais il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est de nous associer avec des grappes qui sont particulièrement en avance de phase sur ce qu'on a. Par exemple, on a une grappe au Québec avec laquelle on travaille. Ils ont à l'intérieur de cette grappe des technologies qu'on n'a pas chez nous, qui sont drivées par des startups ou des entreprises qui sont un peu plus grandes. Et on a une alliance. Nous, on leur envoie leurs trous dans la raquette et nous, on leur importe nos trous dans la raquette. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est drivé par une grappe, c'est drivé par une grosse boîte qui s'appelle Dracar. Et on vient d'implanter 5 boîtes d'un coup du Québec grâce à ce genre de partenariat. Alors peut-être parce que Twitch, notre transmission, on n'a pas que des geeks de l'écosystème. Redéfinir en fait, puisque grappe en fait c'est un terme maintenant, c'est pas une grappe de raisin, même si c'était. On dit plus cluster maintenant. C'est voilà, c'était ça. Donc peut-être redéfinir en 2 mots ce que c'est une grappe. Vas-y. Bon, je laisse.
Bon, alors, en fait, une grappe, c'est né un petit peu... je ne veux pas faire le grand théoricien, mais en gros, il y a un théoricien des écosystèmes de croissance qui s'appelle Michael Porter, qui a sorti son diamant de Porter, et qui considère qu'en réalité, pour qu'un territoire puisse être performant, eh bien, en réalité, il vaut mieux avoir des coopérations entre les entreprises, les centres de recherche, la collaboration des projets collaboratifs, l'Open Innovation, qui est venu un petit peu plus tard. Mais tout ça participe du fait qu'à un moment donné, s'associent des partenaires sur une thématique qui est émergente et pour lesquelles la coopération vaut mieux que la compétition. Et avec le soutien évidemment du territoire qui apparaît un petit peu comme un facteur productif de plus, le territoire, capital, travail, science, connaissance et territoire. On est dans la quintuple hélice et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Donc une grappe en clair, c'est un collectif d'acteurs qui sont complémentaires, qui vont de la science jusqu'au marché et qui décident ensemble de conquérir le monde. Et de passer des alliances et des partenariats parce que c'est dans leur mindset. Et c'est avec elles, ces grappes-là, de partout dans le monde, sur l'IA, sur la cyber, sur l'hydrogène. On a 60 techno-clés comme ça sur lesquelles on veut avoir des alliances internationales et travailler sur ce phénomène de réciprocité. Si moi je t'amène des briques manquantes et que toi tu me ramènes les briques manquantes, on complète nos deux écosystèmes, nos deux grappes, et tous les raisins sont là pour faire du bon vin. Donc voilà. Et pour faire du bon vin, effectivement, il faut plein d'étapes. Alors, c'est vrai que pour revenir sur cette question d'un écosystème, vous le savez peut-être pas, mais Alsace Digital est né en fait de la lecture de Michael Porter, et Stéphane Becker et Yann Kliss, qui sont à l'origine de l'association, avaient vraiment effectivement interrogé cette notion d'écosystème il y a plus de 2 ans sur le territoire, et le fait qu'effectivement les rencontres, les alliances avec des acteurs pas plus de 50 km. Donc nous, on est sur cette échelle-là, en fait. Mais bon, même si c'est Alsace Digital et qu'on adore les Haut-Rhinois, et qui sont vraiment toujours invités à nos événements, et qu'on en a fait beaucoup aussi dans le Rhin. Vous êtes Grand Est, hein, mais nous, on est sur ce territoire-là plutôt alsacien. Donc effectivement, c'est hyper important d'avoir cette transversalité au niveau d'un petit territoire également. Et donc du coup, le hackathon, pour revenir à notre sujet, est un événement né aussi en fait de cette conception de ce que c'est les dynamiques d'écosystèmes à diverses échelles. Et je pense que si on est là ensemble, et si vous êtes partenaire de ce hackathon, c'est aussi pour créer cette transversalité, cette connaissance de l'autre dès le début, en fait, puisqu'on a quand même pas mal d'étudiants. Qui viennent d'ailleurs de plus de 50 km, hein, en l'occurrence du monde entier, pour dire les choses comme elles sont. Et ça aussi, ça fait partie du formidable brassage. Mais je te passe la parole sur le hackathon. Le hackathon aujourd'hui, en fait, c'est, pour nous en tant qu'accompagnants, c'est vraiment l'émergence de projets, et surtout c'est une relation de proximité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette distance, et ça nous permet d'aller là où nous on n'a pas le droit d'aller encore au départ, c'est-à-dire que nous on peut travailler avec un projet qui s'est déjà formé, qui a peut-être déjà aussi une preuve de concept, et on sait qu'il y a besoin très fortement de faire émerger le projet, de faire émerger des idées, et de donner en fait les moyens à des porteurs qui ont une vision, qui portent quelque chose par eux-mêmes, de pouvoir se développer et dans une situation de confort, d'accompagnement et de soutien. Et pour nous, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment l'émergence de projets qui, demain, viennent changer le jeu sur un marché, sur une clientèle, sur un produit spécifique, et de les voir grandir en 2-3 jours, de les voir faire émerger, peut-être parfois même et 2-3 nuits. Et nuit. C'est vrai que nous, on n'est pas forcément là la nuit, mais eux, ils bossent. Le hackathon, c'est le produit dérivé du café. Hein. C'est pour ça qu'on a REC comme partenaire. Voilà, bien joué. Exactement, mais c'est de voir en fait de la capacité d'un groupe qui parfois en fait se connaît même pas au départ, de pouvoir faire émerger un projet. Et on préfère même qu'ils se connaissent pas en réalité quand les équipes se forment. C'est ça qui est encore plus beau. Et puis d'arriver le dimanche et de voir un projet qui était quelque chose de pas grand-chose, quoi, et de le voir d'un coup et de se dire ça, j'aimerais bien l'accompagner, ça, je veux le voir arriver et le voir se développer. Et nous, on est derrière pour ça, justement. Et ça donne vraiment, vraiment beaucoup d'énergie parce que nous, nos valeurs, c'est justement ça. Notre mission, c'est ça, c'est faire grandir ces projets-là. Et quand on les voit sous nos yeux comme ça se développer pendant 3 jours, c'est assez extraordinaire à observer. Et c'est pour ça que vous êtes là tous les deux, parce que c'est de l'intrapreneuriat, de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est pas...
on pourrait se dire, OK, vous n'êtes pas toujours sur la cible étudiante, même si vous êtes vraiment partenaire de l'université, des écoles, mais vous êtes là pour ça aussi, parce que vous savez que c'est dès le départ. Voilà, mais je pense qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, en préparant l'émission, même si on n'a pas le droit de dire qu'on prépare les émissions ici, il faut être spontané et naturel, on l'est quand même. Hein, c'est notre nature. On l'est quand même. Mais simplement, ce qu'on se disait tout à l'heure avec Laura, c'est qu'en réalité, ce qui se passe cette nuit, par exemple, va avoir des terminaisons dans 4 ans, dans 5 ans, on n'en sait rien. Donc on est en train d'ensemencer, en quelque sorte, l'imaginaire, on est en train d'ensemencer maintenant le futur, et ce croisement des personnes, des idées, des cultures qui ne sont pas que ingénieurs, qui sont aussi SHS, qui sont aussi, voilà, avec des seniors qui accompagnent un petit peu et qui permettent d'apporter un peu de méthodo, et puis l'expression pure de l'énergie créatrice de la jeunesse, on se dit que tout ça, forcément, ça va porter ses fruits, et c'est parce que vous labourez ce terrain-là avec les acteurs et puis la magie de ce que peut être un hackathon, parce que c'est une expérience humaine aussi, c'est une expérience de toutes ses émotions, de tout son intellect, de sa dimension vraiment physique. On y est, je disais, les nuits on y passe, quoi. On sort d'un hackathon transformé entre le début, le milieu et la fin. Donc ça nous va bien, parce que il nous faut effectivement produire en quelque sorte tout ce qui nous manque sur la région Grand Est en termes d'avenir, et toutes les solutions sont bonnes. Le hackathon fait partie de la panoplie de choses qu'il nous faut absolument faire régulièrement. Le vôtre est fantastique, il y en a d'autres. Chacun a sa petite touche, sa magie personnelle. Ici, on se sent très bien, et on vous remercie surtout de le faire avec cette énergie qui vous caractérise tant, quoi. Et c'est vrai que c'est nécessaire, parce qu'on parle du territoire Grand Est, on parle de sa diversité. Après, il ne faut pas se leurrer. C'est clair qu'on n'est pas chez les bisounours. En fait, l'idée, c'est vraiment de maintenir un territoire économique performant pour avoir un terrain de jeu pour les universités, pour avoir effectivement envie d'apprendre ici, mais aussi pour avoir envie de travailler ici, de développer son projet. Et c'est là que c'est important qu'on soit tous comme ça, à des échelons différents, à des dynamiques différentes, mais de façon transversale, et qu'on porte tous les mêmes valeurs. Parce que quand on parle de start-up industrielles, il y a celles qui naîtront en interne et qui pourront permettre à l'entreprise de se développer, parce qu'on aura permis aux êtres humains de cette entreprise de s'exprimer, de risquer. Et il y a ceux qui naîtront d'une rencontre, en fait, avec les startups qui seront nées et qui auront été suivies et accompagnées chez Quest for Change, ou alors chez Semia, si on prend un territoire strasbourgeois. C'est clair que c'est autant d'opportunités et qu'il faut savoir les créer, en fait. Et c'est là où la start-up industrielle est importante, en fait, pour l'avenir du territoire. On va le faire à deux voix, parce que c'est un sujet qui passionne aussi bien Quest for Change que nous. C'est simple, les startups industrielles. Alors, il y avait beaucoup de choses. Hein. C'était autant un plaidoyer qu'une question, hein, si j'ai bien compris. Hein. Donc, on va se dire les choses comme ça. Mais il y avait une dimension intrapreneuriat et puis entrepreneuriat qui était clairement soulevée. Est-ce qu'on peut se réinventer à partir de l'intérieur, ou est-ce qu'on le fait à l'extérieur? En fait, il n'y a pas de recette. On a toutes les cas de figure et toutes les méthodes qui marchent plus ou moins bien, mais qui permettent effectivement de se réinventer. Alors, le rythme quand même de la réinvention a changé. Hein. On est passé quand même d'une phase de transition, de modernisation, de robotisation, de numérisation, à une phase vraiment de rupture, à une phase de transformation. Et surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une transformation. Et ça, on ne sait pas le faire. On sait faire des transfos digitales. Nous, on en accompagne 40 des projets de transfo digital depuis 4 ans. Donc, on a 160 dans les pattes. On sait comment ça marche. Transformation industrielle, on en accompagne 30-35. Robotique, cobotique, les MES, les PPS, etc. Très bien. OK. Maintenant, transformation écologique, mais pas un après l'autre, les trois en même temps. Comment on fait? Par où on commence? Comment on y va? C'est plusieurs transitions deviennent des transformations, plusieurs transformations deviennent des révolutions. Et donc se réinventer, c'est aussi se réinventer de l'existant et réinventer ou inventer les métiers du futur. Et les métiers du futur, on ne les invente pas toujours à partir du passé. Et donc ces startups industrielles, pour moi, c'est essentiel. On en a 1500 en France, pas plus. C'est un problème. Et ces 1500 startups, le président Macron l'a annoncé dans France 2030, il en veut 100 par an. Donc dans 10 ans, on en aura normalement 1000 de plus. Donc
Il faut se bagarrer pour ça parce qu'une start-up industrielle, French Tech a été longtemps French Tech Digital, passer de French Tech Digital à French Tech industriel, l'industrialisation est quelque chose de compliqué, de complexe, qui nécessite des capitaux qui n'étaient pas du tout à la hauteur d'eux, qui nécessite aussi que le chef d'entreprise au départ ait déjà une vision de transformer son idée en quelque chose de productif, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Quelquefois, il vend l'idée, quelquefois, il vend la licence, quelquefois, il sous-traite tout simplement la production en dehors de la France. Là, l'idée, c'est de le produire ici. Et donc, tu parlais tout à l'heure de ce pays où on aime bien vivre, travailler et grandir, y compris avec les étudiants qui viennent du monde entier, les garder ici. Moi, je dis, c'est très bien les 50 km, c'est très bien la région Grand Est, mais ne jamais oublier qu'on est dans la vallée de l'Europe. La Bretagne, c'est simple, la Bretagne, tout est tourné vers l'halieutique, tout est tourné vers l'océan, tout est normal, ils sont imprégnés de ça. Nous, tout doit être tourné vers l'Europe. On est le club des 5 des régions qui avons 4 pays frontaliers. Je rappelle, on a la Suisse, on a l'Allemagne. L'Allemagne, on a 3 länder qui nous touchent. On a le Luxembourg et on a la Wallonie. Et quand j'additionne toutes les valeurs ajoutées, tous les produits régionaux bruts, juste des frontaliers, on est à 1000 milliards d'euros de valeur ajoutée. Donc c'est pas loin de la moitié de la France. C'est 2400 milliards la France, mais 1000 milliards qui est là. Et donc faire des startups industrielles dans une vallée de l'Europe qui elle-même est industrielle à plus de 20%, c'est super évident que c'est ici que ça doit se faire. Donc c'est aussi un appel à tous les éditeurs pour dire venez, c'est chez nous que ça se passe. C'est l'interview appel. À toi. Oui, et puis ça passe aussi par... ça a été aussi pour nous une façon de nous réinventer ces dernières années, parce que c'est reprendre contact ou prendre contact avec les industries, et puis commencer à échanger aussi avec elles sur l'émergence de projets, de spin-off, et puis sur la création de solutions pour ces mêmes entreprises, pour pouvoir faire émerger des projets et les aider, les accompagner justement à ce qu'elles puissent trouver des solutions pour créer ces mêmes spin-offs, parce qu'en fait, on ne sait pas forcément tout de suite comment la lancer, si on peut le faire, etc. Donc en fait, nous, on travaille aujourd'hui dans ce cadre-là, avec les grandes industries du territoire et du territoire Grand Est, à faire émerger ces typologies de projets, à faciliter le parcours aussi que ces entreprises ont pour faire émerger les projets. Ça passe par des événements comme ceci, ça passe par des relations et le développement des écosystèmes entre les structures d'accompagnement et ces industries pour faire émerger ces projets-là. Et donc, on crée nous-mêmes des produits en interne qui n'existaient pas il y a encore un an pour pouvoir faire travailler, par exemple, sur l'émergence du produit, tout simplement, et puis le tester le marché, parce que une grande entreprise va tout de suite aller déployer énormément de budget pour faire une étude marketing. On réapprend la frugalité, on réapprend à faire avec peut-être des plus petites équipes, mais avec une vitesse d'expérimentation qui est très très forte et qui permet, encore une fois avec ce mot de frugalité, de développer un concept et finalement de lancer une entreprise, une spin-off par l'entreprise ou en collaboration avec une entreprise pour la faire émerger. Juste en complément d'un mot, je crois beaucoup aussi à l'hybridation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des start-upers qui ont des idées fantastiques et le passage à l'industrie, c'est un autre métier. Et quelquefois, l'alliance entre celui qui sait faire le passage à l'industrie et celui qui a l'idée, l'hybridation, je pense beaucoup à Hafner Energy avec RGDS. Ils se sont mis autour d'un concept développé par Hafner, mais avec une capacité d'industriel dans le gaz, un métier extrêmement sécurisé, etc., qui a permis très très vite de faire un succès que ni l'un ni l'autre individuellement on aurait pu atteindre. Voilà. Donc ça, c'est des choses comme ça, des aventures comme ça. C'est pas que le start-upper qui veut aller jusqu'à l'industrie. On en a. On a chez nous en Grand Est, on a Agronutrice, qui est vraiment la boîte qui est partie d'une start-up industrielle pour faire de l'alimentation à partir des insectes, des mouches soldats noirs, pour dire les choses comme elles sont. Et l'élevage et la transformation des mouches soldats noirs, c'est une pure start-up intellectuelle de biologistes, d'entomologistes, de financeurs, et qui avaient dans leurs équipes quelqu'un qui avait la capacité de passer à l'échelle industrielle parce qu'il savait le faire, il l'avait fait plusieurs fois. Et il se trouve que cette start-up s'est implantée chez nous, dans le Grand Est, à Rethel très exactement, donc dans les Ardennes. Et c'est un truc incroyable, parce que c'est une usine qui va coûter 100 millions d'euros. Les tractopelles ont démarré. 100 millions d'euros. Elle est super moderne. Elle est 5.0 tout de suite. Elle est remplie d'ingénieurs de Bac plus 8 à l'intérieur de cela. Et ils sont en train de révolutionner finalement la façon de nourrir la planète. Les 8 milliards aujourd'hui, les 10 milliards demain. Pourquoi ?
parce que le chef d'entreprise, qui était banquier chez Rothschild, je le dis au passage, a une mission de vie. Un matin, il s'est levé, il a dit « je veux nourrir la planète ». Et c'est comme ça que, de façon différente, de façon plus frugale, un élevage de mouches, 1 kilo de protéines de mouche, prend à peu près 100 fois moins de consommation d'eau qu'un kilo de bœuf, etc., etc. Et donc, on est vraiment dans cette logique-là des startups industrielles du futur qui vont arriver dans les nouvelles matrices des transitions écologiques, des transitions numériques et des transitions industrielles. Profitons-en. Appel au peuple aussi, deuxième appel, émission appel, que tous les hackathonistes se jettent là-dessus parce qu'il y a vraiment des choses. Penser le futur, je le dirais tout à l'heure, je fais un peu de pub pour la conférence, mais penser le futur, c'est aussi penser toutes les opportunités que le futur nous offre dans toutes ces transfos. Et les startups industrielles, s'il y en a 100 par an en France, allez, prenons-en 20 facilement chez nous, quoi. Voilà. Bon, c'est important que vous fassiez ces appels. Effectivement, Daniel Wagner le disait tout à l'heure, pour les hackathonistes, comme tu disais, le lundi matin est souvent difficile. Donc, et pas seulement parce qu'ils n'ont pas beaucoup dormi, mais c'est l'adrénaline qui retombe, ça peut être l'enthousiasme aussi qui retombe. Donc c'est très important pour nous, et puis ça correspond exactement à vos appels, que le lundi matin, il y ait Grand Innov, il y ait Semia avec leur prix d'accompagnement. Et tout l'écosystème qui permettent de faire continuer les aventures pour celles qui ont le plus de potentiel. Merci. Il faut qu'on regarde le timing parce qu'il y a justement... La conférence est dans un quart d'heure. C'est ça, la conférence est dans un quart d'heure. Ça serait passionnant. Je me disais qu'effectivement, faudrait qu'on refasse un podcast sur le sujet, parce qu'effectivement, ce qu'on voit aussi, c'est la transformation de ce qu'est une start-up. Et on passe d'un modèle, effectivement, où les start-up avec des modèles digitaux et des scalabilités, on connaissait tous le modèle, on a tous appris et on voyait très clair, à quelque chose de plus complexe, plus riche et plus impactant. Et voilà. L'attraction d'une start-up industrielle, elle est aussi stratégique. C'est reprendre la souveraineté sur notre devenir. Parce que trop longtemps, on a opposé services et industrie. L'industrie, ça paye 38% de mieux que les services en général. Et surtout, l'industrie, on le voit à l'arrivée, dans la balance commerciale, c'est là que ça pèse. Quand on est à moins 80 milliards d'un côté de cette frontière et de l'autre côté, on est à plus de 120 milliards d'excédents, c'est bien que l'industrie, elle a un poids là-dedans. Et donc, les tractions du digital, c'est très bien, mais les licornes ou les hexacornes, c'est très bien, mais en réalité, l'industrie, c'est aussi vachement sympa pour la cohésion sociale. Un truc qu'on oublie souvent, c'est que l'industrie, on pense toujours que l'industrie, voilà, c'est ça, non, c'est complètement moderne, et surtout, ça participe à vraiment l'équilibre des territoires. 72% de nos appareils de production en Grand Est sont localisés dans des communes de moins de 20 000 habitants. Et donc, l'innovation dans une industrie, ça se fait par les process. L'innovation de rupture, ça se fait dans les métropoles. Et il faut faire des alliances. Donc, c'est aussi formidable pour la cohésion. Donc, c'est pour ça que je dis que l'attraction, elle n'est pas que dans les chiffres, elle est aussi dans le mieux vivre ensemble, elle est aussi dans la cohésion sociale, elle est aussi dans la souveraineté. Et voilà. Et dans le futur. En fait, on a vu ce qu'on traverse actuellement. En termes de rupture d'approvisionnement, on voit bien que la souveraineté, la souveraineté, elle n'est pas que dans le cloud, elle est aussi sur notre quotidien. Donc voilà, donc ça sera plein de sujets pour nos prochains échanges, mais je crois qu'effectivement là, ça devient urgent de rendre l'antenne. Merci beaucoup. On garde nous les vieux paradigmes.